Salam alaikum, mes étudiants, bonjour à tous et à toutes. Dans ce deuxième numéro, euh, on va aborder, on va aborder les grands courants de la pensée économique et en adoptant un plan de points. D'abord la définition d'un courant économique, puis les principaux courants. Pour la définition, généralement on définit un courant de la pensée économique comme étant un regroupement d'économistes ou bien d'écoles économiques et partagent une même approche de l'économie ou bien un faisceau d'idées communes. Je reprends. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Un courant de la pensée économique, c'est un regroupement d'économistes qui ont la même approche de l'économie, la même vision de l'économie, c'est-à-dire les mêmes réponses à la question, par exemple, la production, la manière par laquelle il faut consommer, également donc, les mêmes réponses apportées presque à une problématique économique. Ou bien, je crois qu'il s'agit d'une école économique qui partage un faisceau d'idées qui est commune. Les principaux courants, globalement, distinguent entre euh, deux courants essentiels. Un courant euh, orthodoxe, c'est-à-dire classable, qu'on peut classer, dont il existe un certain nombre de critères de classement, et d'autres courants qui sont hétérodoxes, qui sont inclassables, qu'on ne peut pas classer, des économistes, dont des idées, qui traitent des problématiques qui n'entrent pas dans des problématiques générales de l'économie, qui sont des problématiques très particulières, très spéciales. Pour nous, donc, on va s'intéresser beaucoup au Coran orthodoxe, dont on distingue généralement trois grands Corans. Un Coran libéral qu'on oppose au Coran marxiste et un Coran mixte qui est un Coran keynésien qui essaie donc de d'adopter une voie, je disais, j'ose dire, donc médian entre les deux. C'est un Coran mixte qui essaie donc de faire un mixage entre les idées libérales et les idées marxistes. Dans le courant libéral, on distingue entre l'école classique, l'école néoclassique et l'école néolibérale. Donc voilà, généralement, donc la structure générale des courants de la pensée économique. Ici, ce sont les grands courants. C'est vrai donc qu'il existe d'autres courants, mais ça, c'est l'essentiel qu'on doit retenir lorsque on traite la question donc de la pensée économique. Ce sont les principaux courants qu'il faut retenir, qu'il faut normalement connaître et apprendre parfois par cœur. Pour un futur économiste, il doit quand même donc avoir ce schéma euh, à la tête. Alors, donc, le premier Coran, donc, pour le Coran libéral, on va commencer par la première école, celle de l'école classique. Cette école regroupe les économistes de la fin donc du XVIIIe siècle. On y retrouve Adam Smith, par exemple, comme étant le chef de file de cette école, parmi les premiers fondateurs de la science économique, David Ricardo, Malthus, donc, et bien d'autres. Leur pensée repose notamment sur les principes suivants. D'abord, la richesse provient du travail, mais, c'est-à-dire la valeur des biens provient de la quantité de travail nécessaire à sa fabrication, donc surtout avec Adam Smith, donc la valeur des choses, donc surtout David Ricardo, la valeur des biens provient de la quantité de travail nécessaire à sa fabrication. Parce qu'Adam Smith, donc, en plus de ça, donc, il lie la valeur à la question de la rareté. Puis, la richesse se répartit en fonction des classes sociales. Donc, chaque classe, en principe, qui contribue à la création de la richesse doit avoir donc une part qui n'est pas forcément une part égalitaire. En fonction de l'effort de chacun, le poids de chaque classe, généralement, donc la bourgeoisie a plus de chances à avoir une part importante que la classe ouvrière. Les propriétaires fonciers, par exemple, les capitalistes, les travailleurs se répartissent les richesses créées, donc chacun d'entre eux a un droit, une part dans cette richesse. Puis également, parmi les caractéristiques de cette école, c'est l'individualisme, c'est-à-dire soit l'utilitarisme ou bien l'hédonisme. L'utilitarisme, c'est-à-dire donc voilà, donc on s'intéresse à l'utilité des choses.
et l'hédonisme, c'est-à-dire au plaisir. Généralement, donc la chose qui motive, c'est surtout donc la recherche du plaisir, donc et l'évitement généralement l'évitement le maximum possible de souffrance. Alors donc l'être humain recherche son intérêt personnel et désire obtenir le maximum de satisfaction. Alors donc généralement les principaux critères ou bien les principales caractéristiques de la pensée de cette école. Puis donc ainsi l'individu donc agissant pour lui-même agit pour le bien de tous. C'est généralement ceci synthétise le principe de la main invisible d'Adam Smith, c'est-à-dire la recherche de l'intérêt individuel débouche sur quoi? Sur la réalisation de l'intérêt collectif. On va voir ça surtout dans la régulation des marchés, surtout dans le cadre de l'autorégulation. Comment la main invisible permet donc vers la fin de réaliser la régulation du marché, c'est-à-dire l'intérêt général. Une autre caractéristique, c'est l'affirmation de la liberté économique et de l'économie de marché. Comment? Donc le marché est régulé par une main invisible d'Adam Smith qui ajuste l'offre et la demande en répondant à une liberté économique totale. En adoptant, en confirmant donc cette liberté économique totale, que Adam Smith, selon son principe de la main invisible, est sûr de quoi? Donc la régulation d'un marché, c'est-à-dire il est sûr de l'autorégulation. Le marché est capable de s'autoréguler à travers donc cette fameuse main invisible, mais à condition de confirmer et d'appliquer cette liberté économique totale. Est-ce que l'État se retire le marché? Pour les classiques, le rôle de l'État doit être celui de gendarme, par les ici de l'État de gendarme, c'est-à-dire qui ne s'occupe que des fonctions régaliennes, c'est-à-dire la justice, l'armée et la police. Ce sont les seules fonctions euh, qui, qui doivent être occupées par l'État et doivent être assurées par l'État. C'est-à-dire donc le fonction de l'État ne doit pas dépasser ces trois fonctions. C'est-à-dire l'État ne doit pas intervenir de la production des biens et des services. Voilà, donc ici, généralement parlé d'un modèle de l'homo economicus, qui est le modèle central, le modèle, bien évidemment, de l'agent économique qualifié par, bien sûr, donc un modèle, un agent économique rationnel qui, qui permet à ces principes du libéralisme d'être appliqués sur le terrain. Maintenant, pour l'école néoclassique, c'est une école qui va de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Pour l'école néoclassique, elle regroupe quant à elle des économistes tels que Léon Walras, William Stanley, donc Jevons et bien d'autres. Elles reprennent les fondements de l'école classique surtout sur les trois derniers points. D'abord, cependant, ils fondent leur théorie sur les notions de la rareté et de l'équité. Surtout la question de la valeur pour eux, donc, elle est fondée sur soit la rareté ou bien généralement elle est fondée sur l'utilité. Alors le courant néoclassique s'appuie en plus sur une vision microéconomique pour eux, donc s'intéresse surtout donc le champ, le volet micro comme étant un champ préféré pour eux, donc de la science économique. Alors donc l'école néolibérale, parmi les nouvelles théories libérales, on trouve celle des monétarismes avec Milton Friedman. C'est un courant qui donne un rôle essentiel à la monnaie. C'est la monnaie c'est de la monnaie pardon que découle l'activité économique, croissance, inflation, qui est pour l'intervention de l'état de l'économie, mais l'intervention qui est limitée donc à des domaines très particuliers, mais également dans des contextes très particuliers. Et il existe également l'école de l'offre, c'est celle d'Arthur Laffer. Son idée que trop d'impôts, pardon, donc tue de l'impôt. Lorsque un État impose donc davantage des impôts pour augmenter les encaissements et les recettes fiscales, il finit pour en avoir moins.
parce que trop d'impôts, lorsqu'on impose davantage des impôts, donc il motive donc l'invasion fiscale et la fraude fiscale. Voilà, maintenant pour le marxisme est apparu donc au 19e siècle et propose une vision d'économie différente de celle des classiques. En fait, les marxistes ont essayé donc de critiquer le libéralisme, surtout Marx dans son ouvrage Le Capital. Donc, il a essayé donc de critiquer le, le- le- le libéralisme. Le marxisme fait un bilan très négatif du système capitaliste. Il considère qu'il n'y a eu aucun progrès social malgré le progrès technologique. Pour Marx, le progrès technologique ne signifie pas toujours le progrès social. Au contraire, pour Marx, dans le cadre de euh, son explication au chômage, euh, que Marx a qualifié d'un chômage technologique, le progrès technologique, au contraire, donc il ne produit que des, des- des problèmes sociaux, par exemple l'augmentation et la montée du chômage. Alors donc la théorie de la valeur, travail, pour Marx, seul le travail dans la valeur produit. La valeur associée au produit ne provient que du temps qui a été socialement mis en œuvre pour les produire. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui doit normalement qui doit avoir davantage de l'importance de la relation dans la relation de la production, c'est bien les travailleurs parce que c'est eux qui donnent de la valeur au produit, c'est leur travail qui assure donc la production et qui assure la création de la richesse. Il s'agit d'un élément commun à toutes les marchandises dans l'échange. Le travail est incorporé dans toutes les marchandises et c'est un élément commun. Toutes les marchandises qu'on échange. Parmi les choses traitées par le marxisme, surtout Marx, il a la plus-value en relation avec la question de l'exploitation. Les travailleurs, pour lui, ne sont pas rémunérés à leur juste valeur et en regard du travail qu'ils ont fourni. C'est-à-dire, parce que Marx a qualifié la relation entre la bourgeoisie et la classe ouvrière par une relation d'exploitation. La première exploite la deuxième est parmi les domaines où se manifeste exactement donc cette exploitation, c'est dans le cadre de la répartition de la richesse. Donc, cette relation fait euh, que les travailleurs ne reçoivent pas la rémunération méritée, la rémunération équivalente à leur contribution à la production. Il y a alors donc les plus-values empochées par qui? Par l'employeur. Plus-value empochée par l'employeur est capitaliste sous forme de profit, alors que normalement cette plus-value, c'est le droit des travailleurs. Comme ça, donc ici, c'est ici où se manifeste exactement, selon Marx, cette exploitation de la classe bourgeoise, la classe capitaliste, par les capitalistes, l'exploitation des capitalistes, des travailleurs. Maintenant, pour le courant keynésien, pour Keynes, l'économie de marché n'est que rarement en équilibre. Elle reconnaît que l'équilibre général n'est pas assuré, donc il n'est pas garanti. Donc pour lui, l'économie de marché, c'est rarement qu'il est en équilibre. Et donc, il y a toujours de la conjoncture, il y a toujours le déséquilibre. Ainsi, pour Keynes, l'État doit intervenir dans la vie économique pour rétablir les grands équilibres comme ça. Donc, Keynes euh, recommande quand même un minimum de marxisme dans l'économie, un minimum d'intervention de l'État. L'état gendarme, ne peut pas assurer donc de l'équilibre, il ne peut pas assurer le progrès social parce que les marchés sont rarement équilibrés. Alors, dans sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt de la monnaie, développée, publiée en 1936, Keynes justifie le recours au déficit public pour stimuler de l'emploi. Ça dans le cadre de la politique budgétaire euh, pour Keynes, donc l'intervention de l'État en augmentant sa dépense, donc peut stimuler de l'emploi, donc il peut réaliser de l'équilibre au moins dans le marché du travail, mais également dans le marché des biens et des services.
Voilà, donc rapidement, ainsi donc pour fin donc cette partie des principaux courants de la pensée économique. Et dans la vidéo prochaine, donc on va essayer, Inch'Allah, de traiter le concept économique de base et les principaux concepts économiques de base. Euh, alors, merci pour votre attention et à très bientôt.